Une nouvelle édition d'Equinox Soir sur vos écrans. Mesdames et messieurs, merci d'être des nôtres. En tout début de cette journée, nous avons reçu au sein de la rédaction centrale d'Equinox Télévision une note d'information en provenance du département fédéral des affaires étrangères suisse, lettre dans laquelle le département annonce donc son rôle, le rôle de son gouvernement dans l'analyse des discussions entre ce qu'ils appellent les dirigeants séparateurs du gouvernement Cameroun-Ambazonia. Une lettre donc dans laquelle le même département d'État a énumérer un ensemble de résolutions déjà prises par le gouvernement suisse pour le processus de sortie de cette crise anglophone. Voilà notre fait du jour. Crise anglophone, l'entrée dans le jeu de la Suisse dans le processus de résolution de la crise. On en parle ce soir sur ce plateau et pour en parler, mesdames et messieurs, des personnes qui ont bien voulu répondre présents à notre invitation. Nous allons commencer par vous, Eric Yombi. Vous êtes journaliste, écrivain, mais surtout dans le cadre de cette émission, on vous invite en tant que chercheur en relations internationales. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir à vous. Bonsoir à mes copanélistes et bonsoir à vos téléspectateurs et vos téléspectatrices. Et pour vous donner la réplique, juste installé en face de vous, Maître Paul Paéré du Social Democratic Front, pour lequel il est conseiller juridique pour la région du littoral. Bonsoir Maître et bienvenue. Bonsoir Kate, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs. Je crois que nous allons nous battre pour mieux discuter ce thème. Et toujours présent également sur ce plateau, un autre journaliste qui vient apporter sa part à l'édifice de la construction de cette paix durable. Il s'agit de Roland Tapi, à qui on va également souhaiter la bienvenue. Merci d'être des nôtres, Roland. Merci, Kate, et bonsoir à tout le monde qui nous regarde ce soir. Et j'espère que nous serons à la hauteur des attentes, des discussions qui nous seront soumises ce soir. Alors Roland, puisque vous avez la parole, vous la gardez déjà pour nous donner votre point de vue sur cette note d'information et sur l'ensemble des résolutions. On ne peut pas encore appeler ça résolution, mais on est en train d'y arriver. On parle donc de l'entrée en jeu de la Suisse dans le processus de solutionnement de la crise anglophone. Par quel bout avez-vous choisi de prendre cette information? C'est une bonne nouvelle ou pas? Disons que j'ai choisi de le prendre par le bout de la prudence. La prudence parce que nous sommes habitués à un certain nombre d'informations, de déclarations qui viennent de l'extérieur concernant notre pays, notamment cette crise anglophone, et immédiatement des démentis de la part du gouvernement. Donc, pour moi, pour l'instant, je n'ai vraiment pas d'éléments pour créditer cette information. Je n'ai pas davantage d'informations sur exactement ce qui se fait, ce qui se prépare. Je suis tout simplement dans l'espoir que le gouvernement ne fasse pas une sortie pour dire que c'est une fake news, mais plutôt pour la confirmer. À ce moment-là, je pourrais dire enfin une issue, enfin une ouverture vers le dialogue, parce que ce n'est que ce dialogue qui est sollicité, qui est demandé, qui est réclamé depuis près de 2 ans. Mais jusqu'ici, le gouvernement soit a été complètement fermé, soit a voulu dialoguer en mettant des conditions, et soit a dit oui, on va dialoguer, mais on ne parlera pas de la forme de l'État, c'est-à-dire qu'en faisant des restrictions par rapport au sujet qui serait débattu. Maintenant, du côté des sécessionnistes aussi, ils ont aussi jusqu'ici dit qu'ils n'allaient pas dialoguer s'il n'y avait pas un certain nombre de préalables qui étaient faits, c'est-à-dire la libération, par exemple, de tous ceux qui sont détenus dans le cadre de cette crise. Et maintenant, quand la Suisse parle des réunions préparatoires qui ont déjà été faites en prélude à des négociations, attendons de voir. Je préfère dire une fois de plus, je suis un peu dubitatif. Je préfère laisser l'évolution aller un peu plus loin, parce que comme vous venez de dire, c'est une information assez fraîche, c'est dans la journée qu'elle est tombée. Il faut qu'on soit, moi je suis encore un peu dubitatif par rapport à ce qui va se passer. Vous préférez jouer la carte de la prudence et on ne peut pas vous en vouloir. On sait la série de fake news qui inonde l'univers de l'information aujourd'hui, mais je peux vous garantir déjà qu'il s'agit d'une information sûre. La preuve, on l'a reçue à la rédaction d'Equinox Télévision, et c'est quand même une information
sur laquelle, on va dire, beaucoup d'hommes politiques se sont retrouvés au cours de cette journée. Vous, au sein du Social Democratic Front, Maître Paul Paéré, vous étiez de ceux qui, depuis le début de la crise, demandaient à ce qu'on s'asseye pour mettre en place les véritables fondamentaux d'un dialogue inclusif. Est-ce qu'on est en train d'arriver à ça? Oui, bon, Roland l'a dit tout à l'heure. Moi-même, quand j'ai été appelé à pouvoir intervenir, bon, à un certain moment, il a fallu que je fasse des recherches pour savoir si c'est pas un fake, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui sont vraiment inondés de fakes. Bon, là, si c'est que, effectivement, les choses vont dans cette direction, c'est bien l'option du SDF, parce que le SDF n'a jamais voulu, à un certain moment, utiliser certaines méthodes qui peuvent s'avérer très dangereuses pour le Cameroun. Le SDF va bien. Vous voyez, quand le Premier ministre a pu se déplacer pour Bamenda, le chairman, qui est quelqu'un qui, je ne peux pas me mettre à le vanter, parce que quand on parle peut-être, c'est l'homme qui a fait la paix au Cameroun, pour certains, on trouve à tirer à boulet rouge sur le chairman Nidion Trundi. Bon, vous avez vu constater, quand on parle de la situation camerounaise, elle est tellement grave que beaucoup de gens même essaient d'utiliser n'importe quelle piste pour arriver là où ils peuvent arriver et arriver dans une situation très grave, parce qu'il faut être prudent dans ce pays. Parce que ce que nous avons vécu ces jours, c'est vraiment, ça a été un peu très surprenant. Et s'ils savaient, parce que déjà dans les coulisses, quand le Premier ministre est retourné de Bamenda avec tout ce qu'il y avait quand même comme proposition ou suggestion de la part du SDF, on croyait bien que les choses allaient aller très vite. Bon, jusqu'aujourd'hui, on nous dit qu'il y a les travaux dans les coulisses. Je crois que quand ils viennent, que ce soit ces Suisses, le gouvernement suisse qui voudrait, si c'est une piste de sortie, c'est-à-dire ce dialogue à proprement parler, parce qu'on a bien dit le dialogue se fera, et c'est le souhait normalement d'un Camerounais, j'allais dire par tautologie normale, parce que vraiment, il ne faudrait pas qu'on embrasse à un certain moment des pistes très dangereuses. S'il est arrivé qu'à un certain moment, parce qu'au début, lors des débats et un peu partout sur le plan politique, le SDF a toujours demandé ce dialogue. Vous vous rappelez, au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée nationale, ça a été tel que plusieurs fois, les députés, les parlementaires SDF ont demandé qu'on mette ce problème de la crise anglophone sur la table pour en débattre ou faire des observations. Vous avez constaté plusieurs fois, on a toujours rabattu le caquet au SDF. Et ce n'est que très tard, à un certain moment, vous voyez quand les parlementaires de l'Union européenne parlent un peu, c'est là où on comprend le Sénat, on comprend l'Assemblée générale réagir. Bon, s'ils savaient aujourd'hui que, parce que même dans les coulisses, comme je le disais tantôt, ils se disaient qu'ils se préparent des choses. Les partis sont en train de mettre leurs opinions, leurs points de vue. Pour certains, c'était tel que il peut y avoir dialogue, mais pas sur le terrain camerounais. Or, de l'autre, et certains disent non, ça se fait sur le plan camerounais, parce que rappelons-nous que soit en 92 et 93, la tripartite a pu avoir beaucoup de choses. On ne comprend pas pourquoi on peut toujours sortir du Cameroun pour aller débattre quelque part. Peut-être qu'il faut se rassurer que toutes les parties qui rentrent dans le cadre de ce dialogue sont en sécurité. Bon, la sécurité, je crois que avec tout ce que nous avons... interpellés et puis mis en prison. Oui, c'est aussi ça, ça peut arriver. Bon, je dis donc que si c'est dans cette option, et pour nous, parce que si c'est que ça peut évoluer au point qu'on sorte de cette situation, je crois que c'est toujours une bonne chose. D'accord. Je vous remercie, Maître Paul Paéré. On vous donne également votre premier temps de parole sur cette information, Eric Yambi. On parle donc là de l'entrée, on l'a précisé, en jeu de la Suisse. Vous êtes, il faut le préciser également, chercheur en relations internationales. Ça veut dire qu'on est là exactement dans le secteur dans lequel vous êtes le plus à l'aise. Alors, commencez par nous dire quelle est la valeur qu'on peut accorder aujourd'hui à l'approche de la Suisse. Alors, la première chose que j'aimerais dire, et c'est effectivement rare, je salue ici vivement, je salue ici avec chaleur l'initiative, n'est-ce pas, de ces Camerounais. Parce qu'évidemment, qu'on soit du côté du gouvernement, qu'on soit du côté des ambazoniens entre guillemets, ce sont des Camerounais. Je salue l'initiative de ces Camerounais qui ont décidé désormais de s'asseoir, de se regarder les yeux dans les yeux pour parler du Cameroun et pour parler d'un sujet qui nous préoccupe. Maintenant,
Pourquoi la Suisse ? La Suisse, tout simplement parce que c'est un pays qui a eu une longue tradition de neutralité, et cette neutralité a fait en sorte évidemment qu'ils puissent développer leurs bons offices, c'est-à-dire apporter leur contribution pour que la paix puisse s'installer dans le monde. C'est une neutralité qu'on a constatée évidemment, n'est-ce pas, à travers le fait que le siège de la Société des Nations s'est installé dans ce grand pays qui a évidemment, n'est-ce pas, un rang en ce qui concerne le domaine diplomatique. C'est également la Suisse parce qu'il y a des exemples avérés en ce qui concerne évidemment des médiations qui ont porté leurs fruits, n'est-ce pas, à travers le monde. J'aimerais précisément m'arrêter sur ce communiqué. Les termes sont clairs. Il s'agissait jusqu'ici des négociations préliminaires entre les deux parties. Ça veut dire tout simplement qu'il y a les points sur lesquels il fallait être d'accord, qu'ils soient inscrits à l'ordre du jour afin que cela fasse l'objet des discussions futures entre les deux parties. C'est ça qu'on entend par discussion préliminaire. Et on apprend dans ce même communiqué que c'est effectivement la deuxième rencontre entre les deux parties. Alors, il y a aussi une partie qui, je ne sais pas si ça a attiré votre attention, en tout cas ça a attiré la mienne. vôtre. Open to all concerned parties. Ça veut précisément dire que nous n'avons pas autour de la table tous les éléments, tous les groupes séparatistes concernés par ce problème. Ça signifie que dans la recherche de solutions en vue des discussions futures, il y a encore certains qui ne sont pas d'accord pour cette négociation. Mais on est bien placé pour penser que la plupart des protagonistes y sont effectivement. Il le précise même dans le rapport, il parle de la majorité, ils insistent là-dessus, de la majorité des parties en cause dans cette affaire de crise. Mais maintenant que le problème se retrouve, on va le dire un tout petit peu sur la table de la Suisse et qu'elle a décidé de jouer ce rôle d'intermédiaire entre ces différentes parties, est-ce qu'on ne devrait pas au niveau national arriver au point, on ne va pas parler de cesser le feu, mais au point de l'accalmie des différentes manifestations de ces crises-là? Alors, par rapport à votre question, je pourrais dire deux choses. La première, c'est que les termes pour le futur en ce qui concerne ce problème, c'est effectivement précisé évidemment dans ces discussions préliminaires. En principe, avec les négociateurs, ils devraient avoir posé sur la table évidemment le fait qu'on devrait assister à un cessez-le-feu ou pas. Mais l'autre volet de ma réponse voudrait tout simplement dire ceci. En réalité, à partir du moment où l'État engage des négociations avec les séparatistes, les négociations ne sont qu'un aspect évidemment, d'une vaste impulsion que l'État donne pour la résolution de ce problème. Maintenant, dans cette impulsion, qu'est-ce qu'on pourrait voir? On pourrait voir de plus en plus la communication institutionnelle se mettre en branle pour apaiser les cœurs. Parce qu'effectivement, nous sommes dans un environnement où il y a eu évidemment, n'est-ce pas, de la violence, il y a eu des mots évidemment qui dépassaient la pensée de certains, mais l'État aujourd'hui a la responsabilité de s'engager massivement dans une communication institutionnelle de telle sorte que les Camerounais se retrouvent effectivement dans cette perspective future en ce qui concerne la résolution de cette crise de dite anglophone. Très bien. Il faut préciser, Éric Yombi, qu'on a vu la République de la Suisse très attachée à cette affaire de retour de la sécurité finalement sur les terres camerounaises. On se souvient notamment du 4 avril de la première visite de l'ambassadeur suisse au Cameroun, et visite quand même au cours de laquelle il avait proposé l'offre de son gouvernement au président Biya. D'ailleurs, les autorités gouvernementales avaient communiqué là-dessus. Et une deuxième visite a eu lieu. Cette fois-là, on était, je pense, le 22 mai également, Roland Tiapi, qui rentrait dans le même cadre. C'est vrai qu'il y avait, une partie fortement économique dans cette visite, mais il a toujours profité de cette occasion pour rappeler au président Biya que son gouvernement est prêt à tendre la main à chacune des parties. Alors, on se rend donc compte là un tout petit peu, on va le dire, que le gouvernement est aujourd'hui, ça se voit, prêt à dialoguer, prêt à tout faire pour qu'on assiste à un retour de la paix sur l'ensemble du territoire. C'est le moins qu'on puisse dire, et c'est surtout ce qu'on peut espérer, parce que, quoi qu'on dise, je suis encore un peu attaché à la patrie, et je crois que, loin de ce qu'on peut penser, ce n'est pas parce que l'information vient de l'extérieur qu'elle est plus crédible pour nous, le Camerounais. Il y a des gens, Éric Yombi l'a dit tout à l'heure, que s'il n'y a pas une communication massive là-dessus, ça reste un peu... les Camerounais vont rester un peu sur leur soif. Parce que jusqu'ici, si on arrive à une ouverture de dialogue,
et que le gouvernement est véritablement prêt pour cela, je crois que ce serait l'occasion pour ce gouvernement, effectivement, de vouloir montrer qu'il a la bonne volonté depuis la descente du Premier ministre dans les régions du Nord-Ouest. Et je suis sûr qu'il serait en train de communiquer largement là-dessus, parce que ce serait comme une victoire. Dire que, bon, ok, voilà, nous avons dit qu'on veut aller vers le dialogue, nous sommes vraiment ouverts et également nous sommes disposés. Il y a même un médiateur qui s'est déjà prononcé, nous sommes disposés à le faire. Ce serait comme un trophée que le gouvernement serait en train de proposer. Mais en attendant cela, attendons encore jusqu'à demain ou peut-être dans les éditions des journaux de ce soir, le gouvernement va communiquer là-dessus. Parce que tant que les médias gouvernementaux n'ont véritablement rien dit sur cette affaire, il y aura toujours des questions à se poser. Pourquoi est-ce que c'est de l'extérieur qu'on devait communiquer sur une affaire qui concerne les Camerounais? Que disent également les autres parties concernées? Qui sont-ils même, effectivement? Parce que dans le communiqué, tout à l'heure, je parlais plutôt de la forme et de la crédibilité qu'on pouvait apporter à ce communiqué. Mais si on doit rentrer dans le fond, ils disent qu'ils sont en réunion préparatoire en attendant la réunion effective qui va mettre sur la table le gouvernement et les partis de l'opposition, ou bien l'opposition politique. C'est ce qui est dit dans le plan. Qu'est-ce qu'on met exactement dans l'opposition politique? Est-ce qu'on intègre l'aspect politique de cette affaire, parce qu'il y a un aspect politique avec un pays virtuel qui s'est déjà déclaré l'Ambazonie? Est-ce qu'on est en train de dire qu'on va mettre sur la table Sissoko Ayou Tabé pour discuter justement de cette affaire d'Ambazonie, de sécession? Est-ce qu'on est en train de dire qu'on va mettre sur la table les partis politiques camerounais avec leurs responsables pour discuter de ce qui se passe dans l'ensemble? Qui est-ce qu'on est en train de vouloir intégrer? Les questions restent posées et on ne pourra avoir des clarifications là-dessus que si effectivement le gouvernement communique là-dessus, ou plutôt les autres parties à travers les différents canaux qu'on peut connaître. D'accord. Et il faut également dire que dans cette grande vague de dialogue inclusif, on va voir la participation, et d'ailleurs Roland l'a précisé, des partis politiques. Aujourd'hui qu'on est en train d'amorcer le dialogue, même si on n'a pas encore véritablement toutes les cartes de cette affaire, quel est le rôle que les partis politiques de l'opposition doivent jouer en ce moment, Maître Paul Païri? Oui, je vois que depuis, après les élections qui sont passées comme elles se sont passées, nous sommes tous Camerounais, nous comprenons qu'est-ce qui s'est passé. On peut appeler simulacre d'élection, on peut appeler élection. Je crois là où le Cameroun est en train de mourir, parce que vraiment quand nous parlons, un vrai Camerounais doit comprendre que rien ne va bien dans le pays. Surtout avec ce problème de crise anglophone. Crise dite anglophone, bien sûr, parce que là-dedans, quand on vérifie les raisons de cette crise, ça laisse désirer et ça fait pleurer assez. D'accord. Donc, vraiment, un parti politique digne de ce nom, en ce moment, devrait se mêler dans ce dialogue. En quoi faisons les recherches? Bon, nous parlons tantôt, c'est vrai, l'information arrivait de manière très fraîche. Je ne veux pas condamner un parti. Je ne viens pas ici parce que le SDF m'a donné une position. Je viens en tant qu'intellectuel, en tant que quelqu'un qui veut est participer au à la parfum construction de l'actualité et qui aspire au changement du Cameroun dans la paix et non dans un bain de sang. D'accord. Voilà pourquoi quand je viens, ça se discute, mais vous savez déjà, nous tous autour de ce plateau, que le SDF pour lui a dit oui au dialogue et a toujours parlé de ça. C'est pourquoi il vous a rappelé d'entrée de jeu. Le PM est arrivé. Quand même le chairman a reçu le Premier ministre, pour certains partis, c'était comme si c'était un péché. L'hospitalité africaine, qu'est-ce que ça demande, Kate? Si vous arrivez chez moi, que je vous donne à manger, je vous donne à boire. C'est la moindre des choses. Bon, quand le chairman a pu le faire, ça veut dire que le SDF est ouvert à ce dialogue. Et c'est ça même. Sur certains plateaux, on a toujours eu à dire, ça tardait toujours. Parce que pendant que les méthodes changent, la crise anglophone, au fur et à mesure que le temps passe, ça s'embrase et ça devient plus grave. Parce que nous avons assisté, je ne sais pas si c'est de fait, parce que tout ce qui se passe ici, mais ce qu'on démontre dans les réseaux, pour la majorité sur 100 événements, c'est au moins 80 ou 70 qui sont vrais aussi. Hein. Parce que là, quand déjà les méthodes, on arrive à faire sauter un véhicule de la police, vous voyez, au fur et à mesure. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit, j'ai l'habitude de dire, ici au Cameroun, on a l'habitude de prendre le temps. Et il y a le retard à toute chose. Donc, quand on a déjà initié quelque chose,
depuis le départ du Premier ministre. C'est vrai, quand le Premier ministre vient, il y a deux tendances par rapport à ce qui doit se passer. Pendant que le Premier ministre parle, on va toucher tout, sauf la sécession. Pendant que l'un de ses ministres, lui, parle plus de la forme de l'État. Donc c'est déjà... Mais je fais plus foi à la parole du Premier ministre. D'accord. Et je crois que si le gouvernement n'a pas contesté, ça veut dire qu'on peut aller au dialogue et on peut parler de beaucoup de choses pour sauver le Cameroun. Parce que là où nous nous trouvons, c'est grave. L'entrée en jeu de la Suisse dans le processus de résolution et même de sortie de la crise anglophone, ce serait également montrer les faiblesses de l'Afrique à ce niveau. Pourquoi sortir totalement du continent pour pouvoir prétendre à une solution de sortie de crise? Que fait l'Union africaine? On peut se poser cette question-là également. Avant de répondre à votre question, permettez que je réagisse par rapport à ce qui a été dit avant moi. Lorsqu'on lit profondément le communiqué, il est bien précisé que la Suisse ne va pas livrer un certain nombre d'informations relatives, évidemment, à ce dialogue. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Et de manière analogique, et connaissant évidemment la démarche camerounaise, je peux vous rassurer que l'État camerounais ne va pas grandement fournir les informations relatives évidemment à ces pourparlers. À la limite, on va l'annoncer, on va dire qu'il y a quelque chose qui est mis en place, qui est mis en route, mais sans apporter suffisamment de détails. Parce qu'évidemment, dans les négociations, il y a toujours, n'est-ce pas, le sceau du secret. Deuxième élément, je pense que ces négociations ont été difficiles à mettre en place avec ces contacts préliminaires, parce que le chef de l'État n'arrivait pas à trancher, évidemment, la position de ses différents collaborateurs. Le ministre Atanga dit, le Premier ministre John Bouté. Alors, il était au milieu. À un moment, ça lui a pris du temps. Il fallait finalement qu'il tranche. Ce n'est pas une invention que de dire ici, évidemment, que le ministre Atanganji a nié pendant longtemps qu'il existait, n'est-ce pas, au Cameroun, une crise anglophone. Il a donc fallu un moment que le chef de l'État prenne ses responsabilités afin, évidemment, de donner raison, excusez-moi de le dire comme ça pour caricaturer, à un camp en disant, effectivement, je choisis, n'est-ce pas, le camp du dialogue. Et effectivement, il donne raison à son Premier ministre. Mais vous savez, politiquement, ce n'est pas toujours facile à assumer parce que ça sonne comme un désaveu, malheureusement. Pour répondre à votre question maintenant, que fait l'Union africaine dans tout ça? Ce que je vous dirais déjà tout de suite, c'est que l'Union africaine a essayé. J'en veux pour preuve, évidemment, la dernière visite du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki. Il est venu au Cameroun pour rappeler à notre État, je suis à votre disposition. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Mais maintenant, peut-être le camp d'en face n'a pas accepté cette main tendue parce que de leur point de vue, l'Afrique n'était pas un terrain avec suffisamment de garanties. Je vous ai parlé tout à l'heure de la neutralité suisse. Ça signifie qu'ils ont un prestige par rapport à ces négociations. Ils ont un savoir-faire. Peut-être qu'ils ont jugé, ces séparatistes, que le sol africain, pour eux, n'était pas suffisamment viable, d'accord, pour que l'Afrique soit, n'est-ce pas, le terrain, la localité, l'espace qui va évidemment, n'est-ce pas, abriter ces négociations. Mais non, ça veut aussi dire que l'Union africaine peut s'impliquer d'une autre façon, elle évidemment, qui a un savoir-faire avéré en ce qui concerne l'humanité et les questions sécuritaires notamment. D'accord, et on tient à préciser aussi qu'on est en train de parler des prémices au dialogue. Donc il sera un tout petit peu rapide pour nous de commencer à critiquer les uns et les autres. Mais vous faites bien de relever la capacité de l'Union africaine à résoudre cette crise-là. Maintenant qu'on a amorcé les prémices de ce dialogue-là, c'est quoi l'étape suivante, l'étape logique sur laquelle on devrait débouler, Roland Tapi? La prochaine étape, en principe, serait effectivement le dialogue. Si jamais cette discussion préliminaire aurait abouti à un consensus sur l'ordre du jour de la discussion, parce que chacun de son côté a des exigences. Il y a le gouvernement qui estime que on ne peut pas parler de la forme de l'État. Il y a de l'autre côté les sécessionnistes qui estiment que ils en ont marre de la République, comme ils l'appellent, et veulent désormais s'en départir pour se consacrer à l'Ambazonie, qui pour eux est leur pays. Est-ce que la Suisse ou l'intermédiaire, avec sa neutralité, va réussir à mettre les deux d'accord sur le sujet essentiel? C'est la grande question. Si c'était le cas, tant mieux, parce que si les deux ne sont pas d'abord d'accord sur
que ce sujet soit à l'ordre du jour, il serait peut-être inutile d'aller aux discussions. Mais si on est d'accord sur cet ordre du jour, les autres éléments seraient seulement accessoires, à mon avis. La question centrale qui a toujours divisé tout le monde, c'est la forme de l'État. On n'est même plus au niveau du fédéralisme, parce qu'il y a beaucoup de membres du gouvernement même qui sont d'accord pour que ce soit le fédéralisme. Mais la façon dont les choses ont été, sont allées, le radicalisme qu'on a finalement noté de l'autre côté, qui va grandissant de jour en jour avec la multiplicité ou bien le changement des formes d'attaque, y compris la plus mauvaise ou bien la plus dangereuse, comme ça a été le cas récemment avec l'attaque à la bombe du Major. Vous comprenez que c'est comme si ils sont plus prêts à céder sur la notion de sécession. Et c'est là où on peut avoir crainte. On peut avoir crainte que cette radicalisation persiste des deux côtés. Mais si les gens arrivent à mettre de l'eau dans leur moulin, je pense qu'on pourrait arriver à une situation où tout le monde sera assis devant la table. Et à ce moment, effectivement, ce ne seront pas seulement les deux. Bon, je supplie tout simplement, si on arrive à mettre le maximum de personnes autour de la table en intégrant les hommes de Dieu, n'oublions pas que déjà l'autre pan de dialogue initié par le cardinal Christian Thomy avait déjà fait beaucoup de chemin, et je crois qu'il y avait déjà une date qui était annoncée pour le mois de juillet pour ce dialogue. Est-ce que ça va être court-circuité ou bien qu'est-ce qui va se passer? Mais de toute façon, si toutes les forces se mettent ensemble, si toutes les forces réunissent leurs forces autour d'une même table et qu'on puisse trouver une solution définitive, ce serait tant mieux, à condition effectivement que toutes les parties se mettent d'accord sur les sujets qui feront l'objet des discussions. Et il faut préciser qu'au terme de ce dialogue, si jamais dialogue il y a, il aura cette particularité qui ne pourra pas mettre tout le monde d'accord. C'est vrai qu'on va parler de dialogue, mais il y aura des personnes qui vont camper sur leur position, des personnes qui peuvent plus tard être finalement un caillou dans la chaussure du Cameroun. On fera quoi de ces personnes-là? Comment réussir à les contenter dans un univers dans lequel ils auront l'impression d'être obligés de faire ce que les autres ont choisi pour eux? Oui, bon, tout le monde ne peut pas regarder dans la même direction. Ça, c'est un principe acquis. On a beau avoir de bonnes solutions, il y aura toujours des gens qui vont regarder cela comme une très mauvaise solution. Ça, c'est quelque chose de concret. C'est comme on parle du cas de l'Ambazonie, le sécessionnisme et les sécessionnistes. Bon, nous voyons, bon, il y a une tendance, parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, il y a des tendances entre eux-mêmes, parce qu'on a lu des documents où on comprend que certains sont déjà aussi prêts pour qu'il y ait dialogue. Mais au début, c'était carrément acquis pour eux que l'État camerounais, ils allaient quitter l'État camerounais. Et c'est là l'occasion de voir parmi ces gens, parce qu'à un certain moment, on a même voulu voir que tout anglophone, c'est comme un sécessionniste. Or, il y a des anglophones qui savent que vraiment le Cameroun, c'est le Cameroun. On est parti de 1961 pour un État fédéral, pour arriver à l'État unitaire. Et on sait comment c'est arrivé. Et on sait qu'est-ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il y a un malaise au Cameroun. Je crois que quand on est en train de négocier des situations aussi graves que le Cameroun à l'actualité, il ne suffit pas de dire que tout le monde va regarder dans la même direction, mais que la majorité regarde dans le bon sens. Quand la majorité regarde dans le bon sens, la minorité finira par suivre. Parce que voyons-nous tout ce qui se passe. Les anglophones aujourd'hui, pour la grande majorité, sont très mal à l'aise. Certains même, je dois vous avouer, parce que nous avons des familles un peu partout, que ce soit côté anglophone, et je ne sais même pas qu'est-ce que la figure d'un anglophone ou d'un Camerounais. D'un francophone. Nous sommes Camerounais, ce n'est que la langue de ces colons qui nous ont séparés. Presque les mêmes cultures, un peu partout, il y a vraiment un mixage. Donc, quand on négocie dans ce genre de problème, on ne peut pas dire que tout le monde va regarder dans la même direction. Il y aura toujours des gens qui vont regarder en arrière-plan. Vous voyez même l'actualité à l'heure actuelle. Cette question anglophone, c'est ce qui devrait cristalliser l'attention de beaucoup de Camerounais. Mais on se rend compte à l'heure actuelle, il y a toujours certains débats ailleurs. Bon, on fait un peu comme si on était pour cette course, mais on regarde un peu ailleurs. D'accord. Je ne sais pas si on arrivera là, à l'heure actuelle. Et tout ce qui se passe sur la terre helvétique,
Ok. Ce sont même... On parle donc d'une crise qui intervient au Cameroun depuis bientôt 3 ans. 3 ans. C'est l'une des crises les plus déstabilisantes de l'histoire du Cameroun. Oui. Dans son dernier rapport, l'UNICEF parlait d'1,3 million de Camerounais, dont 650 000 enfants qui ont désormais besoin d'une aide de toutes sortes. On parle donc là de personnes qui sont déstabilisées, qui ont perdu des repères et qui ne savent désormais plus à quel sens se vouer. Comment on fait pour redonner goût à la vie à ces personnes-là après la crise anglophone, après la résolution du conflit? Je vais répondre à votre question, rassurez-vous. Mais j'aimerais dire quelque chose. Vous savez, ce sujet, c'est nous tous. On a une part de nous qui est à Bamenda, on a une part de nous qui est à Yomujok. Forcément, il y a une pensée particulière par rapport à ces gens qui souffrent énormément en ce moment. Peut-être profitons déjà de l'occasion de leur dire, nous sommes avec vous. Il faut qu'on leur dise, ce sont nos frères, nous sommes avec vous. Je vais revenir sur un point extrêmement important. On a dit tout à l'heure qu'il s'agissait effectivement des contacts préliminaires. Ça veut dire qu'au terme des négociations qui ont pris fin aujourd'hui, on est d'accord sur un agenda, sur des points précis. Et je peux vous rassurer, sur ces points, il y a certainement la forme de l'État. Vous savez, depuis quelque temps, il y a une sémantique qui apparaît en ce qui concerne cette crise anglophone. Southern Cameroon. Ce n'est pas innocent. Southern Cameroon, parce qu'évidemment, c'est ce Cameroun du Sud, effectivement, où il y a une effervescence particulière. Et c'est ce Cameroun qui a accepté de se rattacher au Cameroun francophone. Ils ont toujours voulu leur spécificité, ils ont toujours voulu leur particularité. Et l'une des choses qu'ils vont certainement demander dans ces négociations, ce serait qu'on leur remette leur particularité. Ils ont eu l'impression, aussi ce n'est la certitude, que jusqu'ici, leurs particularités ont été diluées, évidemment, dans cette république qui est devenue tout simplement République du Cameroun, lorsqu'on leur a enlevé ce terme notamment uni. Or, ils se sentaient déjà eux-mêmes, ils se sentaient particuliers dans cette République unie. Pendant les négociations, je suis convaincu qu'ils insisteront là-dessus. Nous voulons notre spécificité parce que le Cameroun, on le rappelle, et c'est vrai, la Constitution le consacre. Le Cameroun est multiculturel. Ça signifie qu'on accepte que les autres sont différents, mais parce que nous sommes différents, nous sommes Camerounais. Autre élément, en ce qui concerne ce que vous avez dit, le Cameroun a un rapport difficile avec la violence. Et je peux vous rassurer ici que c'est parce que ces négociations, ces discussions étaient en vue, qu'à un moment donné, il y a eu une surenchère en termes sécuritaires. Ah ben oui, vous devez le savoir. Lorsqu'on s'apprête à aller aux négociations, on vient le plus en position de force que possible. C'est ce qui explique au sens opérationnel et sécuritaire ce qui s'est passé à la frontière à Yomujok. Et Yomujok, c'est où parfois on l'oublie. Nous sommes déjà évidemment, n'est-ce pas, à la frontière avec le Nigeria. Et au-delà de Yomujok, vous devez savoir, on doit le savoir en tant que Camerounais, il y a des localités où pour être au Cameroun, on passe d'abord par le Nigeria pour entrer au Cameroun. C'est ce que ça veut dire, Yomujok. Ça veut donc dire que l'État n'a pas été présent à un moment donné sur le territoire national pour montrer qu'on est territorialement camerounais. Ces gens ont été pendant longtemps territorialement nigérians. Et pour répondre à votre question, vous parliez tout à l'heure de l'UNICEF. Comment on fait, oui. Il faut tout simplement que l'État prenne ses responsabilités. Que les problèmes soient aussi grands que le monde, l'État doit prendre ses responsabilités et l'État doit montrer à toutes ces personnes qu'effectivement c'est lui qui doit résoudre les problèmes. L'État doit être présent pour tout le monde. L'État doit non seulement être là pour les fouetter, l'État doit aussi être là pour leur dire nous sommes avec vous, nous sommes venus vous dire Assia, mais l'État doit surtout tout faire pour que la paix revienne là-bas. Pour que la paix revienne dans les régions en crise, de régions particulièrement dans le cadre de cette grande question sur la situation anglophone. On parle de nombreux déplacés aujourd'hui qui ont donc quitté leur domicile de naissance ou de résidence pour la plupart d'entre eux. D'aucuns se sont rendus au Nigeria voisin, pays dans lequel ils vivent dans des conditions terriblement compliquées. On l'a vu avec la sortie de certaines fondations qui exercent dans ce domaine-là, qui sont allées à la rencontre de ces personnes. On voit des femmes qui ne peuvent pas vivre leur féminité dans le respect et dans la dignité qu'elles peuvent avoir. Il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont pas accès à l'éducation. Il y en a qui ont perdu tout un équilibre. Est-ce qu'il sera facile pour ces personnes-là, Roland Tiapi, de pouvoir prétendre encore un jour à la nationalité camerounaise ?
Bien entendu, sauf qu'il faut bien se le dire, la guerre, ça laisse toujours des séquelles. On ne peut pas penser que même si aujourd'hui il y avait un cessez-le-feu, un dialogue et une solution définitive au problème, tout reviendrait à la normale du jour au lendemain. Non, non, non. Et il y a des dégâts directs et des dégâts collatéraux. Il y a des pertes humaines, il y a des habitudes qui vont être complètement bouleversées. Il y a des activités qui vont être complètement, je vais dire, annihilées. Vous voyez, à cette heure même, complètement, l'économie est à terre dans ces deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Vous savez que la CDC, qui est l'un des plus gros employeurs de l'État, est complètement en cessation d'activité. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de familles qui ont perdu là-dedans et qui ont été obligés, pour ceux qui sont encore en vie et ceux qui ont pu se relocaliser quelque part dans le pays ou à l'extérieur, être obligés de trouver de nouveaux modes de vie, se réhabituer à de nouvelles conditions et tout cela, c'est pas évident. Donc, quel que soit le cas, je le dis souvent, est-ce que c'est parce que cela ne pourra pas être comme avant qu'on doit continuer? Non, je pense, comme ma mère dit souvent, quand on veut finir la guerre, on ne compte pas les morts. Est-ce qu'il ne doit pas avoir une approche psychologique pour aider ces personnes? Parce que ce n'est pas facile, hein? On parle là des personnes dont la plupart sont des enfants qui ont pu assister à des scènes de violence hors normes. Et c'est pas facile quand on a vu quelqu'un se faire découper à la machette, quand on a vu quelqu'un se faire tirer dessus, quand on a vu sa maison partir en flammes. C'est pas facile de garder cette part d'humanité. Est-ce que le Cameroun ne doit pas développer des stratégies, notamment en vue de redonner un certain équilibre psychologique à ces personnes-là? Cela va de soi, Kate. Voyez-vous, comme je disais, rien ne sera plus jamais comme avant pour les victimes de guerre, que ce soit les victimes directes ou bien les victimes collatérales. Cela veut également que s'il y a de l'aide extérieure, notamment des pays comme la Suisse qui veut aider au dialogue, et après il y a d'autres pays également qui vont venir forcément à donner de l'aide humanitaire. L'aide humanitaire, ce que les gens ne savent pas toujours, ne s'arrête pas seulement, se limite pas seulement à de la nourriture et du pain. Il s'accompagne toujours d'un encadrement psychologique de toutes les victimes de guerre, parce qu'effectivement, après cela, s'il n'y a pas, on appelle ça quoi, un accompagnement, il faudrait qu'il y ait une prise en charge psychologique de toutes les victimes qui ont subi tout ce qui s'est passé, parce que sinon, ce ne sera pas évident évidemment. Quelqu'un qui a vécu comme vous le dites, évidemment, quelqu'un qui a vécu, comme vous le dites, l'assassinat de ses parents devant lui, vous savez, c'est des choses comme ça qui ont démultiplié les attentats et le terrorisme dans d'autres pays arabes, où des enfants se laissent enrôler dans des sectes islamiques et deviennent des terroristes juste parce qu'ils veulent venger leur famille, leurs proches qu'ils ont vu être décapités devant eux. Et quand ils ont réussi à s'échapper, après ça les hante tout le temps. Ils ne veulent avoir de paix que quand ils auraient commis un acte spectaculaire. C'est pour ça qu'ils acceptent d'être des kamikazes. Ils acceptent d'attacher des bombes sur eux pour aller mourir en se disant, si je meurs en faisant mouche, j'aurais au moins rejoint mes frères, pas de manière gratuite, je les aurais au moins vengés. Donc il y a cette idée-là, cette conscience-là qu'il va falloir déconstruire de manière progressive dans le psyché de ces gens qui ont vécu cela. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Ça marche un peu comme dans le système des églises réveillées. Pour pouvoir endoctriner facilement une personne, il faudrait qu'elle porte en elle des séquelles de quelque chose. Et autant on a la facilité aujourd'hui à endoctriner les femmes qui sont en manque d'amour, qui sont en manque de stabilité dans les couples, dans les églises réveillées, autant demain on aura... Non, ne riez pas, je suis sérieuse. Je ne prends pas l'engagement d'assumer cela. On aura la facilité d'endoctriner des enfants. C'est pour que les gens comprennent très bien de quoi il est question. Évidemment, c'est pour cela qu'effectivement, pour que l'aide soit complète, l'aide humanitaire qui va être apportée soit complète, il faut qu'à côté de la nourriture, du pain et autre chose, il y ait un accompagnement psychologique qui facilite la réinsertion sociale de toutes les victimes. Alors, il faut avouer que dans le processus de gestion de cette crise, il y a beaucoup d'incompréhension. Normalement, on parlait tout à l'heure de la CDC qui est en train de déployer sous le coup des attaques des sécessionnistes, le deuxième employeur du Cameroun après l'État. C'est une société qui aujourd'hui se meurt, ne produit plus. On a les employés qui, menacés dans les champs, les junior workers notamment, sont obligés désormais de rester chez eux. Mais ce qui est
exceptionnel dans le cas de cette entreprise dont on parle, c'est que malgré l'insécurité qui prévaut, on demande quand même aujourd'hui aux employés de venir, non pas pour travailler, mais au moins pour signer dans les registres. Mais des employés qui ne mangent pas à leur faim, qui n'ont pas d'équilibre financier de façon générale. Comment ça se fait qu'on arrive à ce point à être déshumanisé au Cameroun? Oui, mais c'est là où, je dirais, l'État à un certain moment néglige certaines choses. Parce que vraiment la CDC, effectivement, est le plus gros pourvoyeur d'emploi après l'État. Et voyez-vous, depuis cette crise, ça a commencé. Les gens menacés dans les champs, les gens à qui on coupe les doigts, les bras et tout consort, avec les recommandations de l'extérieur, comme nous le savons. Et ça fait que vraiment, quand je voyais même cette crise commencer, je me demandais toujours pourquoi ne pas mettre un terme rapidement à cette crise. Parce que l'État a aussi mis du temps. Le pourrissement de la situation, ça amène à ce que vraiment les extrémistes arrivent. Parce que ce que nous vivons à un certain moment, quand le dialogue n'a pas voulu se planter rapidement comme ça se fait, et même à l'heure actuelle, le dialogue se plante. Mais je dis toujours, ça évolue à pas de poupée. Quelqu'un m'a dit sur un plateau, il y a des préalables. Bon, c'est pourquoi nous parlons aujourd'hui des préalables. Même au niveau du Cameroun, comme on me disait que dans les coulisses, dans les couloirs, ça se prépare. Quand nous venons aujourd'hui, on entend plutôt la voix de l'extérieur. Or, le Camerounais, comme on le dit, je suis bien d'avis que nous ne devons pas être des éternels colonisés, parce que c'est le néocolonialisme, c'est vrai. La Suisse est un pays neutre. Nous voulons n'importe qui peut mettre la main là-dedans. Bon, vous voyez quand la CDC commence, avec tout ce qu'on voit comme dérive par rapport à l'emploi sur le plan social, parce que des gens ne peuvent plus aller travailler. Aujourd'hui, on a beau appeler les gens, même certains même n'ont pas le courage d'aller émarger si on veut même leur donner cela gratuitement, parce qu'il y a des radicaux. Dès lors qu'ils les trouvent en train d'aller vers là, on va gérer leur compte au quartier. Donc, il est question vraiment qu'on prenne les choses en main d'une manière sérieuse et qu'on essaye de préparer les gens. Il y a la psychologie, il y a aussi le spirituel. Parce que je suis un peu, depuis un certain temps, quand le cardinal Christian Thomy, plusieurs fois, on a fait échec. J'ai toujours l'habitude de dire, on a fait échec à sa conférence. Parce que voilà quelqu'un qui est bien placé et qui connaît les problèmes de ses frères. Quand on dit all anglophone conference, les gars devaient d'abord mettre sur pied. Ils détectent d'abord les problèmes et suggèrent, c'est pas dit qu'ils allaient arranger. Bon, ça a été tel que quand cette conférence est renvoyée plusieurs fois, ça amène à s'interroger. Et même au Cameroun, comme on le dit, quand par exemple on va dans la zone, beaucoup de ces anglophones, ils se connaissent. Vous savez, je ne vante pas John Fruity parce que c'est mon leader d'opposition. Vous l'avez déjà dit. C'est l'un des rares, dans la classe anglophone, l'un des rares qui est resté dans la zone, dans le bastion anglophone. Malgré si vous constatez bien, même tous ceux qui sont des députés là, beaucoup passent rarement dans leur village. Il est resté à Bamenda, à Tarikon. Il a subi tout ce qu'il a subi. Quand par exemple, quand le Premier ministre arrive, parce que de manière sous-jacente, il a offert ses services. Il est aussi bien partant pour pouvoir faire quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas tellement cela? Attendez, on comprend bien ce que vous voulez dire. Je dis bien, ce n'est pas le seul. Il y a plein de Camerounais qui sont volontaires et qui peuvent bien faire ce jeu. Tu peux bien jouer pour rapprocher les Camerounais, entre les Camerounais. D'accord. On parle donc, pour sortir de ce sujet, de l'aspect économique de la crise. On a parlé de la CDC, mais pas que. Il y a également que les régions du sud-ouest et du nord-ouest sont les principaux pourvoyeurs des marchés du littoral et même du centre en certains produits, des produits vivriers, de la tomate, des produits de grande consommation. Et aujourd'hui, ce sont des produits qu'on ne retrouve plus sur le marché. On se souvient de cette attaque de tout un champ d'ananas non loin de Tico là-bas. S'il faut établir aujourd'hui les pertes économiques issues de cette crise, à combien est-ce qu'on peut se retrouver environ? Et là, je convoque le journaliste. Hein. Oh oui, je n'ai pas des chiffres assez précis parce que là, il faudrait certainement mener une étude pour avoir, n'est-ce pas, une idée à peu près exacte de combien le Cameroun aurait déjà perdu en ce qui concerne cette crise. Mais je peux déjà vous rassurer sur un point,
c'est que la région du sud-ouest, c'est environ 8% du PIB du Cameroun. Environ 8% du PIB. Et vous devez savoir sans doute que le produit intérieur brut du Cameroun, ça se chiffre à autour de 35 milliards de dollars. Donc vous faites 8%, vous trouverez évidemment ce montant. Maintenant, à part ce caractère, j'allais dire formel, il y a certainement les échanges, comme vous l'avez relevé sans doute, avec, n'est-ce pas, les autres localités qui connaissent, n'est-ce pas, un sérieux coût. Mais je pense que dans la décision, évidemment, de l'État, du chef de l'État de mener ces négociations, certainement que l'aspect économique a pesé d'un poids suffisamment important. Au-delà de la CDC, on a vu comme une extension de la menace, une extension de l'insécurité, parce que vous savez sans doute que pendant longtemps, plusieurs plantations étaient touchées, non seulement à Penja, mais également en Banga, dont on avait déjà une sorte de situation où, de plus en plus, la région du littoral était de plus en plus touchée, n'est-ce pas, par ce problème. Je vais sortir en disant ceci. Vous avez parlé d'assistance psychologique tout à l'heure. J'aimerais faire plutôt une analogie avec le phénomène Boko Haram. Vous savez, cette guerre asymétrique, c'est une guerre extrêmement nouvelle pour le Cameroun. Et malheureusement, le Cameroun n'a pas pu assurer un certain nombre d'obligations en ce qui concerne notamment la déradicalisation. La déradicalisation, c'est le fait d'extirper chez un islamiste, entre guillemets, cette semence terrorigène. Alors, l'État n'a pas pu malheureusement faire cela comme ça se doit, comme ça se fait ailleurs. J'aimerais donc qu'il prenne en ce moment, qu'il tire toutes les leçons des échecs passés pour que définitivement, en ce qui concerne la crise anglophone, qu'en ce qui concerne l'aspect psychologique notamment, il y a plusieurs éléments. On peut se poser la question, mais les personnes qui sont en captivité, les mamans, les dames qui sont en captivité, qui ont vu naître des enfants, et qui sont restés, les enfants sont restés en captivité, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut bien qu'on s'occupe de. Donc il y a plusieurs problèmes qui sont liés, n'est-ce pas, à ces nouvelles menaces, évidemment les menaces asymétriques. Donc, et c'est donc avec cette dernière participation sur le sujet qu'exceptionnellement dans Equinox Soir de ce jour, on va passer au deuxième sujet, à la deuxième thématique qui va être abordée au cours de cette émission, en précisant que vous n'aurez pas de débrief tout simplement parce qu'on a mis en place des plateaux spéciaux pour la CAN, plateaux au cours desquels il y a des débriefings des matchs, il y a des analyses des prestations des joueurs de toutes les équipes qui évoluent dans cette CAN Égypte 2019. Alors le second sujet, je pense que l'information ne vous a pas échappé au cours de la journée, c'est aussi le fait du jour, et cette fois-là seulement dans la ville de Douala. On a eu des vidéos qui sont devenues virales tout de suite sur les réseaux sociaux de cet affrontement, on va le qualifier d'affrontement, entre les agents de la communauté urbaine de Douala d'une part et ceux de la mairie de Douala premier, et au sujet d'un seul problème, celui des tickets de parking. Et il faut préciser que avant ces affrontements, il y avait un communiqué du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine qui interdisait justement qu'il y ait encore des activités autour de cette affaire de tickets de parking. Alors, vous êtes journaliste, Roland Tiapi, vous avez forcément vu des vidéos dont il est question. Vous nous faites une analyse rapide avant qu'on ne sorte finalement de cette émission. Une analyse rapide, non, tout simplement qu'on assiste là. Oui, évidemment, je dis, le conflit qui existe là, c'est exactement ce à quoi il fallait s'attendre. C'est-à-dire que c'est, pour dire de manière plus triviale, on assiste là effectivement à la bagarre que le président Paul Biya a créée dans les villes en créant au-dessus des mairies les communautés urbaines qui n'avaient rien à faire là. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un conflit de compétences. D'ailleurs, même que ce n'est pas la première fois. Ça, c'est juste la partie visible de l'iceberg d'un conflit très profond qui existe entre les mairies d'arrondissement et la communauté urbaine sur qui fait quoi, qui gère quoi, qui doit faire quoi. Et dans le cas d'espèce, il faut vous rendre compte que les éléments de la commune urbaine, la commune d'arrondissement de Douala premier, sortent aujourd'hui pour aller sur le terrain faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire découper des tickets et donner aux automobilistes qui garent sur la chaussée, moyennant 100 francs pour 1 heure. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Et hier déjà, le délégué du gouvernement a sorti un communiqué dans lequel il transparaissait déjà un conflit profond. Parce que dans le communiqué, il dit que des individus non identifiés
Pourtant, ces agents qui sont sur le terrain tous les jours, tout le monde voit comment ils arborent des chasubles estampillés communes d'arrondissement de Douala 1er. Mais pour le délégué du gouvernement, son communiqué, ce sont des individus non identifiés. C'était déjà pour dire qu'il ne reconnaît pas la commune urbaine de Douala. Douala 1er. Oui. Le communiqué continue en disant qu'il y a également des enlèvements illicites des voitures pour la fourrière par des gens qui estiment que la voie est occupée. Ces enlèvements sont faits également par des gens envoyés par la commune d'arrondissement de Douala 1er. Donc, le communiqué du délégué du gouvernement Félix Tonnet était clair pour dire qu'il ne connaît personne de ceux qui sont en train de faire là. À la limite, il était en train de dire trivialement que ce sont des bandits. Si vous les voyez en route, attrapez-les et tapez-les, en quelque sorte. Un communiqué qui a tout fait de lever les sanctions de l'autre côté, les tensions. Évidemment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, le maire de la commune de Douala 1er, Lengue Malapa, n'a pas cru devoir se plier à ces communiqués qu'il ignorait complètement. Il n'est pas le seul, de toutes les façons. Pour l'instant, il s'agit de Douala 1er. Parce qu'à Bonanjo, c'était le pôle qui a le plus fait parler. Oui. Mais il y a plusieurs pôles dans la capitale économique qui se sont créés. Toujours est-il que pour l'instant, c'est plus récurrent plutôt à Douala 1er, c'est cette affaire de vente des tickets de parking. Oui. Voyez-vous, c'est Douala 1er qui concentre le centre commercial, si je peux me répéter ici, et où les voitures convergent le plus en journée. Dans les autres arrondissements, c'est un peu en périphérie, on n'a pas ce genre de problème. Donc ça se passe ici. Les éléments de la commune urbaine de Douala 1er sortent aujourd'hui, comme à la coutume, et commencent à faire ce travail. Sauf que le délégué du gouvernement se rend compte que son communiqué n'est pas respecté et envoie la police municipale, qui est suffisamment costaude au niveau de la communauté urbaine, qui rencontre ceux-là sur le terrain, leur demande de décamper. Et cela dit, on ne décampe pas parce que c'est notre maire qui nous a envoyé ici. Voilà comment ça s'embrasse. Et comme je disais, c'est vraiment le résultat de ce à quoi il fallait s'attendre. Ça se passe sur le terrain avec les gros bras qu'on a vus aujourd'hui. C'est la même chose que ça se passe au niveau des impôts, au niveau de la gestion de telle ou telle chose. C'est comme ça que ce conflit est latent, permanent et tout le temps entre les communes d'arrondissement et la communauté urbaine. Tant que ça va exister ici. Permettez qu'on vous coupe parce qu'on est en train de sortir malheureusement de ce programme. C'est un sujet très intéressant. On va donner également la possibilité à Maître Paéré de dire quelque chose sur la question. Vous avez vos bureaux en centre-ville également de Douala 1er. Vous savez maîtriser le sujet dont il est question. Tout à fait. Bon, le communiqué même du délégué du gouvernement, bon, ça a paru intéressant à beaucoup de Camerounais parce que tout le temps, nous harangues, à peine tu gares la voiture ici, tu déplaces là-bas 100 francs, ainsi de suite. Bon, ça a failli arranger beaucoup de Camerounais. Mais le comble et la surprise, c'est que, quelque part, au niveau du communiqué du délégué, je ne vois pas là où il a tellement amplié au maire. Vous voyez un peu, il a fait un communiqué. Je ne sais même pas si un maire aujourd'hui se rebelle. Il va tirer avantage du fait qu'il n'a pas été amplié. Parce que là, c'est tel que, quand ces gens, et je m'attendais aussi à ça, parce que je me disais, c'est comme dans les problèmes de marché. C'est cette même guerre qui est en train de se dérouler là-bas à Bonanjo. La guerre des intérêts. C'est-à-dire, la communauté, le délégué l'a nommé. Mais le maire élu, il semble être le parent pauvre, celui qui a tout. D'accord, je vous remercie. Je vous remercie, Maître Paul Paéré. Merci également à Roland Tapi qui était sur ce plateau et à Eric Yombi. Vous avez répondu présent à cette invitation. Nous vous remercions. Merci à vous qui êtes à la maison, qui nous avez suivis de bout en bout. C'est ici que va s'achever Equinox Soir de cette édition. On va se retrouver demain à la même heure pour une autre édition de ce débriefing et de ce décryptage de l'actualité.